Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En guise d'ouverture. Qui sommes-nous, les entrelacés ? Notre réseau intergénérationnel et interculturel de 15 chercheurs juniors et seniors a été formalisé en 2013, grâce à des alliances et des collaborations multiples. Les entrelacés entrelaçados croisent, en français et en espagnol, leurs expertises interdisciplinaires sur les migrations internationales, les droits humains, l'interculturalité et les dynamiques genre-famille. L'une de nos caractéristiques est que nous sommes convaincus de la nécessité et de l'urgence d'articuler la théorie et la pratique, la conceptualisation et la défense des droits. Nous avons aussi la volonté d'entrecroiser les regards pour produire des connaissances nouvelles tenant compte des savoirs multiples des Suds et des Nords et rayonnant au service des migrants, de leurs familles et de leurs multiples sociétés. Les fonds du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, CRSH, nous ont permis d'organiser 2 rencontres lors d'événements internationaux et d'élaborer une réflexion commune articulant nos positions différentes en les transformant. Les réseaux transnationaux au croisement des Suds et des Nords. Plusieurs recherches ont été menées sur les réseaux transnationaux des immigrants et sur leurs impacts dans l'intégration au pays d'accueil. Boltzmann et Václav-Roussy, 2010, Montgomery et al., 2011. D'autres émanent des pays d'origine, Berganza et Purisaga, 2011, ou sont menés par des chercheurs des 2 sociétés, Catarino et al., 2005, Le Gall 2010, Sétienne et al., 2011, Sétienne et al., 2015. Dans tous les cas, on aborde les fonctions de soutien, voire de contrôle, jouées par ces réseaux pour les migrants. On s'y intéresse aussi aux transmissions culturelles et intergénérationnelles, Boltzmann et al. Apparaître, Václav-Roussy et al., 2015, qu'ils favorisent tout en soulignant leur intérêt pour la circulation des informations et des transferts financiers. Plusieurs travaux portent aussi sur la circulation du travail de prise en charge des enfants et des aînés au travers de ces réseaux qui parcourent des pays du Nord et du Sud. Acosta, 2015, Baldassar et al., 2007-2014. Enfin, on s'intéresse aux familles transnationales, à leurs spécificités et à leur analyse comme un nouveau modèle familial ou au contraire comme une reproduction délocalisée des fonctions familiales traditionnelles, Mummert, 2013, Razi et Baby-Collin, 2011. Par ailleurs, certaines études insistent sur les changements identitaires en lien avec les mobilités, internes ou externes, et permettent d'aborder de manière renouvelée les liens entre les individus et avec leur territoire, Kramer, 2015, Yagnès Canal, 2013. Cependant, trop peu des travaux menés dans les pays d'où partent les migrants sont diffusés et articulés avec les connaissances des pays où ils s'installent. Ce sont ces résultats de recherche, du Sud et du Nord, des pays de départ et d'arrivée que nous proposons de croiser dans cet ouvrage, tout en questionnant les préconceptions qui accompagnent souvent ces catégorisations. Les études menées par les membres de notre réseau, il ressort que les politiques publiques ainsi que les cadres socio-juridiques des pays d'origine et de destination sont essentiels pour mieux saisir les fonctions jouées par les réseaux transnationaux des migrants tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. En particulier, ces réseaux permettent l'installation et l'intégration au pays d'accueil, mais aussi assurent, par les transferts financiers, sociaux et d'innovation, des changements dans les divers pays qu'ils traversent et aussi dans les sociétés de départ des migrants. Ces changements peuvent se lire sur le plan microsystémique, mais aussi dans des revendications et des transformations à un niveau macrosystémique, comme par exemple, l'organisation d'acteurs locaux concernant l'accès à des droits, la mise en œuvre de réformes législatives, de nouvelles politiques sociales, des modifications juridiques ou l'instauration de nouvelles organisations, Kramer 2009, Sétienne et al., 2015. Plus encore, ces réseaux et leur analyse amènent à un point de vue complexe, permettant d'éviter les classifications dichotomiques par exemple entre le Nord et le Sud ou entre les pays dits développés ou en développement. En effet, les flux migratoires contemporains contraignent à corriger la perspective occidentale selon laquelle les migrants quitteraient des pays du Sud, pauvres, pour aller vers ceux du Nord, riches. Plus des 2/3 des migrants du monde s'installent dans des pays du Sud proches de leur région d'origine. La grande majorité des réfugiés restent dans les pays frontaliers du leur et, en 2014, les pays accueillant le plus de réfugiés sont en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. De la même manière, la fermeture des frontières des pays riches et occidentaux ainsi que l'érection accélérée de nouveaux murs censés empêcher les mobilités humaines,
ont pour conséquence des migrations transfrontalières et ou temporaires, des mobilités circulaires et des déplacements internes. Ainsi que le dit l'ONU pour plusieurs, notre nord et le sud. C'est dans cette perspective que le présent ouvrage aborde les politiques, les cadres socio-juridiques et les migrations, des pays dits développés ou en développement dits du nord ou du sud, en les reliant pour en démontrer les interinfluences. Ainsi, en parlant des nords et des suds et à partir de nos divers travaux, nous nous intéresserons aux zones grises, marges d'incertitude et ou de liberté, que représentent les frontières, les circulations originales et les frottements entre des populations diverses. Nous reprenons aussi les résultats de nos études antérieures, Václav-Roussy, 2001, qui mettait de l'avant les liens historiques et politiques entre les pays d'origine et d'accueil comme une composante essentielle des processus migratoires, tant sur le plan individuel que collectif. Nos travaux respectifs, menés en Amérique du Sud et du Nord, au Maghreb et en Europe, portent sur des sujets variés en lien avec les migrations, comme le divorce, le travail temporaire, la traite, les relations intergénérationnelles, la situation des femmes, les mobilités internes et frontalières, l'accès aux droits ou encore les mobilités spécifiques aux populations indigènes et afrodescendantes. Ces études sont développées dans des situations sociales, politiques, économiques et géographiques diversifiées nous amenant à parcourir plusieurs pays comme le Pérou, le Chili, l'Espagne, le Maroc, la Suisse, le Mexique, la Colombie et le Québec, Canada. Plus encore, cet ouvrage croise les réseaux et les savoirs que nous en avons, par exemple sur les migrations des Péruviens vers l'Espagne, le Chili ou le Québec, ou encore sur celle des Marocains vers le Québec ou l'Espagne, nous permettant ainsi d'investiguer et de comparer diverses dynamiques transnationales. Dans ces croisements, certains domaines, comme les divorces, les séparations familiales, le travail temporaire, la traite ou les déplacements forcés représentent des points clés pour analyser les droits et processus existants actuellement sur le plan national et sur le plan international, 2. Les problèmes juridiques et psychosociaux rencontrés par les migrants et leurs proches au pays, 3. Les solutions et stratégies apportées dans divers contextes nationaux, 4. Influence des réseaux transnationaux pour solutionner ces questions sur le plan microsocial, 5. Le potentiel des réseaux transnationaux d'apporter des changements dans les politiques sociales, les droits et leur accessibilité, les processus de citoyenneté dans les pays en développement. C'est avec ces objectifs que nous avons démarré notre processus de dialogue et d'écriture Nord-Sud. Qu'apportons-nous de neuf et original ? Pourquoi des regards croisés ? Lorsqu'on croise, qu'on échange et qu'on articule nos points de vue et les résultats de nos travaux, nous nous trouvons avec beaucoup plus que la somme des perspectives additionnées du Nord et du Sud. Ces croisements offrent un nouveau point de vue qui sort chacun d'entre nous de sa zone de confort, nous obligeant à faire un pas de côté pour embrasser plus largement des réalités complexes, dans un dialogue interdisciplinaire et dynamique. Ces dialogues ne sont pas toujours harmonieux, et le produit de notre réflexion n'est pas un compromis. Des perspectives différentes voire contradictoires ressortent ici, invitant le lecteur à mener sa propre réflexion et à participer, par sa position extérieure, à notre démarche critique. Nous avons en quelque sorte brouillé les frontières parce que nous sommes nous-mêmes en mouvance, des migrants de l'intérieur et de l'extérieur. Veillette, 2014. Nous nous proposons d'aller au-delà des études habituelles sur les impacts, les effets et les conséquences qui tendent à aplanir, généraliser et rationaliser les dynamiques et les processus en lien avec les migrations. Pour notre part, nous nous intéressons aux acteurs de ces processus, à leur parcours, à leur agentivité, à leur stratégie, sans oublier les structures qui les contraignent et parfois leur font violence. Plutôt que de centrer nos regards sur les aspects économiques qui définissent le marché des migrations tels que le dessinent les décideurs politiques du Nord et du Sud, nous approchons les mobilités humaines au travers de leur singularité et de leur convergence en termes de droits humains. Pour cela, les réseaux transnationaux représentent la pierre angulaire de notre réflexion. Et nous avons adopté une méthodologie de méta-analyse partant de nos travaux déjà effectués, pour, au travers des lectures multiples, favoriser l'émergence de nouvelles connaissances. C'est ainsi que nos premières discussions ont permis de faire émerger la carte conceptuelle suivante qui articule, autour des concepts clés de territoire, de frontières et de mobilité, les concepts et processus associés avec lesquels et sur lesquels nous travaillons dans nos recherches.
Avec la mobilité viennent les questions de transmission et de rapports intergénérationnels ainsi que de construction, reconstruction identitaire. Ces processus sont, avec le passage ou le barrage des frontières, associés à des ruptures qui affectent le développement des individus comme des territoires, les amenant à des situations de précarité et de vulnérabilité, mais aussi à une quête de continuité. Il s'agit alors de traverser, physiquement ou symboliquement, les frontières pour construire investir de nouveaux territoires parcourus par des cultures en transformation, des mémoires collectives et des identités alternatives. C'est aussi un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles solidarités, de configurations familiales redessinées et d'un rapport innovant au droit et à la citoyenneté. Figure 1.1. Carte conceptuelle. Aborder les réseaux transnationaux dans la migration en articulant les reconfigurations familiales, les contextes juridico-légaux et les processus identitaires nous amènent dès lors à articuler les rapports intersubjectifs entre les acteurs, avec les structures juridiques, sociales, économiques, nationales et internationales qui les influencent. C'est ainsi que nous mettons l'accent sur l'agentivité de ces acteurs, sujets de leur propre vie, mais aussi contraints par des structures et des rapports sociaux inégalitaires. Soumis à diverses violences physiques, systémiques et politiques, ces sujets sont aussi des acteurs des rapports de genre, de classe et de race, dans lesquels ils mettent en œuvre des stratégies visant à améliorer leur vie et celle de leurs proches, mais aussi leurs droits et leurs marges de liberté tant dans la société d'accueil que dans le pays d'origine. C'est ainsi que les réseaux transnationaux, les espaces parcourus et investis, leurs acteurs, leurs mémoires, leur expérience et leurs revendications dessinent une forme d'esthétique du mouvement et du changement. En effet, ces migrations produisent aussi de l'innovation, du changement social et peuvent éclairer les politiques publiques. Dans cette période où les frontières sont de plus en plus fermées, où les migrants sont perçus au nord comme devant être contenus dans les espaces du sud, il est particulièrement pertinent et urgent de dessiner des voies alternatives pour des sociétés inclusives, développées, humanistes et respectueuses de tous leurs membres. À qui s'adresse cet ouvrage ? Comme universitaires et chercheurs, nous souhaitons représenter une courroie de transmission vers les publics variés allant des citoyens engagés aux praticiens et décideurs politiques et gestionnaires. Nous insistons sur notre rôle de médiation des voix des migrants, souvent invisibles et inaudibles, vers ceux et celles qui élaborent les politiques et les programmes visant la gestion des migrations. C'est dans cette optique de partage des savoirs entre le Nord et le Sud et pour alimenter les réflexions tant nationales qu'internationales que cet ouvrage, accouché en français et en espagnol, est publié dans ces deux langues et diffusé dans les deux hémisphères. Chaque langue est une façon de ressentir l'univers. Traduction libre de Cada idioma et un modo de sentir el universo. Jorge Luis Borges. La structure de l'ouvrage. En nous appuyant sur les travaux et perspectives de chacun des auteurs, nous proposons dans un premier temps un dialogue sur la méthodologie de construction-rédaction collective de ce livre. Ce chapitre est présenté sous la forme d'une entrevue avec la coordonnatrice de l'ouvrage. Cette partie méthodologique est suivie d'une discussion nord-sud sur les concepts fondamentaux de nos travaux et de cette analyse collective. Le territoire, les frontières, les identités. Dans cette mise en dialogue, il n'y a pas forcément de consensus, mais des regards variés et souvent convergents sur les questions et enjeux vus selon nos pays d'origine, nos disciplines et nos domaines d'investigation. Les trois grandes parties qui suivent sont construites de la même manière par la mise en dialogue de plusieurs auteurs autour d'une thématique abordée sous des angles et dans des perspectives différentes. La première partie réfère aux nouvelles configurations familiales émergentes dans la mobilité et au sein des réseaux transnationaux. Son premier chapitre aborde les transmissions intergénérationnelles dans divers contextes de mobilité et de transnationalisme, plutôt d'un point de vue du Nord, alors que le second s'intéresse aux Péruviens et Équatoriens en mouvement permettant de dessiner une nouvelle image du sujet transnational, en lien avec plus d'un État-nation tant sur le plan de ses appartenances que de ses droits. Dans un troisième temps, on y traite des séparations non volontaires comme un élément qui reconfigure tant les familles que les réseaux transnationaux, que ce soit pour les travailleurs temporaires ou dans le cadre des politiques de réunification familiale des pays d'immigration. Plusieurs revendications envers les politiques publiques apparaissent dès cette première partie. La seconde partie ouvre le dialogue sur les questions des droits et de la citoyenneté.
Dans un premier temps, on s'y intéresse au divorce plus particulièrement entre le Maroc, l'Espagne et le Québec. Le divorce des migrants y est abordé comme un analyseur des rapports Nord-Sud, tant sur le plan socio-juridique, économique et politique. C'est aussi de l'accès aux droits et de la citoyenneté sociale qu'il est question dans le chapitre suivant. Ils sont cette fois analysés pour des Péruviens immigrants en Espagne, au Québec et au Chili, ainsi que pour des étrangers en Suisse. Ce dialogue permet de conclure sur les fonctions de reproduction, mais aussi de production et d'innovation portées par les réseaux transnationaux. Enfin, le troisième texte s'intéresse aux déplacements forcés tant à l'intérieur des pays vivant des situations de guerre et conflits comme la Colombie, que sur le plan international. Les articulations structurelles entre les déplacements internes et externes, entre la mobilité circulaire et la migration transfrontalière y sont abordées ainsi que les expériences subjectives des migrants dans les situations de déplacement contraints par la violence, mais aussi lorsqu'ils sont déterminés par des besoins économiques. La troisième et dernière partie continue le débat sur les mobilités contraintes et sur les réseaux qui les encadrent. Un premier texte apporte le concept de géographie des émotions pour rendre compte des incidences psychosociales, individuelles et familiales, des frontières et des processus de violence dont elles sont vectrices. Ce sont des frontières du Mexique, de la Bolivie et du Pérou dont il est ici question. Les personnes qui y circulent, qui les traversent ou qui vivent à proximité sont déjà des migrants, parfois dans leur propre pays, de la campagne vers la ville par exemple, mais aussi d'autres pays d'origine, comme pour les Haïtiens et Colombiens à la frontière péruvienne. Dans la suite de ce dialogue sur les frontières, la traite des personnes est abordée de front dans le chapitre suivant du point de vue du Maroc, d'une part, du point de vue du Canada, d'autre part sous l'angle juridico-légal, mais aussi au travers de ses conséquences psychosociales. Et c'est dans cette dernière perspective que la partie se conclut avec un chapitre sur les processus de transformation identitaire des femmes migrantes, ouvrant la voie à des perspectives d'empowerment des sujets et de changement social des sociétés. On y donne la parole à des femmes migrantes péruviennes, à des femmes paysannes et indigènes à la frontière bolivienne et à des femmes maghrébines au Québec. Toutes développent des identités et des réseaux féminins et féministes, qui remettent en question l'ordre établi tant du point de vue des sociétés patriarcales qu'au sein même des mouvements féministes occidentaux des pays du Nord. Finalement, la conclusion à plusieurs voix, toutes celles des auteurs de l'ouvrage, met de l'avant les apprentissages faits par chacune et chacun dans cette conversation Nord-Sud, mais aussi les nouveaux savoirs issus de notre rencontre ainsi que les incidences possibles sur les politiques publiques nationales et internationales. Partie 1. Fondements méthodologiques et conceptuels. Chapitre 1. Dialogue méthodologique Nord-Sud. Michel Vatslaharoussi et Liliana Kremer. Introduction au dialogue. Ce livre a émergé de conversations partagées entre divers chercheurs qui se sont reconnus et qui ont cherché à se connaître à partir de leurs différences tout en construisant un territoire de négociation de sens. Cette rencontre nous a amenés à penser chacun à partir de nos ancrages, mais aussi à penser ensemble dans nos singularités. Abandonnant nos territoires de recherche connus, à la fois confortables et porteurs de certitudes, fondés sur nos habitudes de réflexion, de production et de transfert de savoir, nous nous sommes proposés d'être les auteurs d'un texte travaillé depuis de multiples contextes, recueillant les nouvelles voix singulières des divers acteurs participant à la confection de ce scénario. Comme l'écrivait Fernando Pessoa, 2006 page 37. Il arrive un moment où il est nécessaire d'abandonner nos vêtements usés qui ont pris la forme de notre corps, et d'oublier les chemins qui nous conduisent toujours aux mêmes endroits. C'est le moment de la traversée. Si nous n'osons pas la tenter, nous resterons pour toujours à la marge de nous-mêmes. Traduction libre. Dans notre traversée, nous nous sommes constitués en équipe réflexive tout en commençant à intégrer et à distinguer les trajectoires, les histoires, les savoirs, les expériences et les interrogations de chaque acteur distinct du groupe pour créer au final un produit inédit. Dans l'acte de la création, Arthur Koestler 1964 indique que le processus de création ne part pas de rien, mais plutôt qu'il découvre, sélectionne, remodèle, combine et synthétise des faits et des idées, des potentialités déjà existantes. Et encore, plus d'acteurs font partie du processus, plus fort est le tout, page 120,
Traduction libre. De même, nos mécanismes de création reposent sur cette idée d'un collectif et nous pouvons recourir à Gregory Bateson, 1979, qui insiste sur l'importance de partager nos différentes visions du monde parce qu'une version différente influe sur l'attitude de chacun envers ce monde et le rend différent de ce qu'il était auparavant. Ces dialogues réflexifs en contexte et à partir des contextes nous invitent à une participation engagée tant dans le contenu que dans le processus et nous rapprochent de la recherche-action-réflexion-transfert, Andersen, 1994. Si nous utilisons la métaphore de la marguerite proposée par Barnett Pearce, 1994-2001, la communauté ou le territoire des savoirs décrit la trame dans laquelle chaque pétale illustre un champ de conversation construit dans la densité des sens apportés par tous les acteurs du dialogue. Il s'agit d'une trame de conversation étendue et extensible, un réseau de dialogue, qui comporte une complexité supplémentaire, celle de vouloir construire des narrations respectueuses des multiples voix des interlocuteurs. Fuchs 2009, page 3. Saul Ignacio Fuchs 2009 fait appel à Gregory Bateson 1972 pour aborder l'acte de connaissance. La thèse de cet auteur est que toute information pertinente nous parle d'une différence et de ce fait, dans la production des connaissances, la place et la forme des informations changent. Les connaissances cessent d'être considérées comme des éléments isolés, qui pouvaient être traités par la logique cartésienne, et elles sont considérées comme des parties imbriquées d'une écologie socioculturelle. C'est alors que la communication cesse d'être un instrument, un simple média, Jergen 1996, et devient une dimension dans laquelle la culture se construit au travers de sujets en action, Ibáñez 1994. Pour intérioriser, comprendre et penser dans une telle complexité, nous devons comme chercheurs construire des relations, impliquées, connectées et intriquant de multiples questions. Maureen 1994. Voici ce qui nous a incités à faire partie de ce projet. Le dialogue est une interaction de communication qui prend place entre des personnes qui échangent des affirmations. Bakhtin 1984. C'est dans ce dialogue que les participants se regardent mutuellement, se questionnent, s'étonnent et réfléchissent ensemble. Au travers de ces échanges, les participants tentent de se comprendre mutuellement et de découvrir la singularité de l'autre ainsi que les significations et les sens de sa perspective. Le dialogue nous oriente sur la voie d'un processus interactif de réceptivité à l'autre. Voici le processus que nous avons compris dans nos conversations. Le dialogue, la connaissance et le langage sont des processus sociaux d'empowerment interactifs et dynamiques. Ils nous mènent sur une voie qui visibilise notre capacité à nous transformer, ce que je dis, comment j'écoute, ce que je pense et ce que je fais. Ainsi, selon Wittgenstein, 1953, il est important de comprendre le langage et les mots comme un élément de relation et le sens des mots est produit par leur usage. C'est ainsi que l'écriture multivocale de ce livre nous a amenés à partager une conversation sur la conversation, à mettre en œuvre un dialogue, à développer une altérité intellectuelle, culturelle et sociale tout en maintenant en tension nos ressemblances et nos différences. L'histoire d'une production en mode conversation. Cet ouvrage porte sur l'histoire des rapports, des liens. C'est aussi le produit de rapports interpersonnels, interdisciplinaires et interinstitutionnels. C'est au travers de nos liens que l'équipe a pu écrire ce livre pour décrire et comprendre les autres et d'autres liens, des interactions humaines et sociales, des espaces locaux et globaux tous entourés de frontières et de limites. Voici pour illustration la conversation de deux des auteurs. LK, peux-tu nous raconter l'histoire de ce livre qui parle des rapports, du processus de constitution de ce réseau? Qui en fait partie? Et pourquoi tu les as convoqués? Peux-tu nous raconter l'histoire préalable de l'histoire actuelle? MV. L'histoire préalable, c'est en fait qu'à travers de ce réseau-là, notre réseau Entrelaçados, j'ai réuni des personnes qui faisaient déjà partie de mes multiples réseaux que je connaissais d'une manière ou d'une autre à travers de différentes recherches. Ce sont des personnes, des chercheurs, des enseignants, mais aussi des gens qui ont une vision que j'ai pensé partager et j'ai trouvé important qu'on puisse se réunir et en discuter. Je pense qu'il y a des gens du Sud, mais de Sud différents aussi, parce qu'il y a des chercheurs du Maroc, de l'Amérique latine et du Nord entre guillemets, donc du Québec, de la Suisse, de l'Espagne. Mon idée c'était vraiment de prendre des liens que j'avais déjà avec un certain nombre de personnes et de les croiser, d'où notre titre. Les croiser parce que j'ai pensé qu'on pouvait faire surgir,
émerger de cette rencontre-là des connaissances nouvelles, des façons nouvelles de regarder les choses, et donc mon idée, c'était de partir des réseaux transnationaux des migrants qui sont mon sujet à moi, de mon travail et de réunir autour de cette question-là des chercheurs qui ne touchent pas directement tous les jours ces questions-là. Mais que j'ai pensé qu'à travers de leur façon de regarder cet espace à l'intérieur de leur société, de leur pays, de leurs frontières ou dans la marge de leur pays, il serait intéressant de rendre compte ou de voir autrement ce concept de réseaux transnationaux et aussi de voir comment, à travers cette rencontre, on pourrait mieux entrer en dialogue autour de dynamiques familiales, dynamiques citoyennes qui sont nos sujets finalement de discussion et de travail. LK, là tu vas déjà directement au sujet pour lequel tu as convoqué ces différentes personnes. Pourtant auparavant je voudrais encore revenir sur la première question. Je voudrais que tu puisses nous parler du processus qui implique que, pour travailler la visibilisation et la déconstruction des réseaux transnationaux des migrants, tu as ouvert tes réseaux et tu as mélangé et mis en lien différentes personnes. MV, vers un nouveau réseau. C'est le type de travail que j'ai fait et que j'aime faire. En fait, c'est de croiser les groupes de recherche auxquels j'appartiens et de permettre à cet ensemble-là de se rencontrer pour travailler ensemble. Et en fait, cette idée-là a été soutenue parce que j'ai dû faire une demande de subvention pour mettre en place notre travail. Et donc dans cette demande de subvention-là, j'ai vraiment dû réfléchir à la façon de croiser ces réseaux-là, sur la thématique, mais sur le processus aussi. Comment on allait pouvoir faire ? Et le processus a été de convoquer une première rencontre à Rabat lors d'un congrès, en disant « On va pouvoir s'entendre, entendre ce que les uns et les autres ont fait. » Pendant la première rencontre, on va faire un séminaire de travail, on va s'en parler, on va essayer de programmer un peu comment on va travailler, après ça, du travail par Internet, c'est-à-dire continuer à discuter ensemble, et puis l'idée d'une autre réunion, d'un autre séminaire à Montréal. Donc la première réunion était en décembre à Rabat, la deuxième réunion à Montréal, toujours avec l'idée de faire venir les gens du Sud, en tout cas de ceux qui étaient plus loin pour pouvoir se réunir, et notre idée, parce que c'était mon idée au départ, mais je l'ai partagée et rapidement de Rabat on savait un peu comment on allait avancer ensemble. Donc l'idée à ce moment-là était de préparer pour le colloque de Montréal des présentations qui étaient déjà plus articulées. On n'était plus chacun dans nos recherches, mais on était déjà dans l'idée des chapitres qui seraient dans le livre et on aurait à mettre chacun un peu de nos visions, de nos connaissances, de nos savoirs, de nos expériences. Donc, à partir de là, on a préparé chacune et chacun ce colloque à Montréal, et c'était vraiment une belle expérience parce que le colloque a permis de voir les avancées qu'on avait faites les uns par rapport aux autres. Et aussi la distance qui restait. Donc la partie du colloque était aussi une façon de rendre visible, rendre public, le colloque était public, de rendre public notre progression ou nos avancées ensemble, de groupe. Ce que l'on a appris comme groupe. On était un groupe à Montréal, tandis qu'à Rabat, on était encore des individualités. Après ça, à Montréal, on a eu un séminaire de travail. Je pense que c'est très très important parce que l'on a vraiment travaillé ensemble. À partir de là, donc, le livre a été notre point rassembleur parce que c'est ça qui nous a animés à continuer à travailler ensemble de manière plus virtuelle, par Internet, mais avec quelques rencontres. J'ai eu la chance d'aller à Rabat et de rencontrer Khadija et Ouda. C'était intéressant. Nous, on s'est rencontrés à Cordoba et puis à Manizales, Colombie avec Carlos. Claudio qui est en Suisse, je l'ai rencontré en décembre. On a pu travailler un peu. J'ai la chance de revoir plusieurs membres de ce réseau-là entre-temps, et on a parlé du livre, de le faire avancer. LK. Quand même, cela n'arrive pas tous les jours que l'on assume le défi de construire conceptuellement en mode dialogue, de construire des connaissances avec d'autres, des gens, en plus des chercheurs issus de différentes cultures institutionnelles, et qu'on ne connaît pas ou pas assez. Ce que tu as fait, c'était de construire un scénario plein de défis. Cette rencontre que tu as provoquée à Rabat avec comme but que l'on puisse d'abord se reconnaître. Ah, tu es copine de Michel, ah, je connais Michel pour ça. Mais je pense que c'était un défi très fort. Le fait de jouer à ce que ce groupe assez important en nombre et si hétérogène puisse se rencontrer et voir les autres et saisir et comprendre quels étaient les points communs. Je pense que justement, ce sont ces différences complémentaires qui nous ont permis de nous rejoindre dans ton défi, et de nous l'approprier et de commencer à parler de notre défi.
MV, absolument. LK, qu'est-ce que tu penses, tu l'as fait consciemment? MV, je pense que je n'ai pas mesuré tous les défis au début. Mon idée c'était, du fait que j'ai travaillé un peu avec tout le monde, de différentes façons, alors on devrait être capable de travailler ensemble, mais moi je m'étais adapté à chacun puis sur des projets différents, des manières différentes, donc quand on s'est retrouvés tous ensemble, c'est sûr que ces différences-là ont surgi de manière plus importante, et là je me suis rendu compte qu'il y avait des défis supplémentaires que je n'avais pas prévus. LK par exemple? MV, par exemple, travailler avec des juristes, travailler avec des gens qui sont en médiation, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des sociologues. Ça, c'est un défi. On se rend compte quand on parle avec les juristes, oui, mais on a nos sources. C'est comme ça qu'on travaille, parce que ce n'est pas la même chose au niveau oral qu'au niveau de l'écrit. On ne travaille pas de la même façon si l'on est en sociaux, si on est en anthropologie, en travail social, donc c'est aussi un défi interdisciplinaire. Après ça, il y a un défi nord-sud, c'est les attentes qu'on a les uns des autres dans un projet comme celui-là. Des attentes en se disant qu'est-ce qu'on va apporter, comment on va soutenir un projet comme ça. Parce qu'on sait que les gens des universités du Sud ont moins d'argent que des gens des universités du Nord. J'avais des fonds pour arriver à faire le projet, des fonds limités, donc toute l'idée de partager équitablement pour que le projet avance, mais le plus équitable possible. C'est un défi aussi et je l'ai découvert petit à petit parce qu'au début, on dit on va essayer de faire le mieux possible, et je pense que ça s'est bien passé parce qu'on a réussi quand même à augmenter et faire durer les fonds pour qu'on participe tous et toutes aux rencontres et cela est un vrai défi pour que les gens ne se sentent pas lésés, qu'ils sentent qu'il y a une justice, une égalité. C'est important, si l'on veut qu'on ait un rapport égalitaire entre les chercheurs, c'est important aussi la question des ressources et la manière dont on gère tout ça. Donc, je crois que c'était un autre défi que je n'avais pas pensé au départ. La langue, ça a été un défi que je n'avais pas imaginé. Ça, c'est merveilleux, je trouve. C'est à la fois un gros défi, mais vraiment à la fois quelque chose qui va donner à mon avis quelque chose de très nouveau, d'intéressant. On a travaillé dans les deux langues, vraiment, en espagnol et en français, avec certains comme toi qui connaissent les deux langues et avec des gens qui connaissent juste une des deux langues. Et donc on a été dans un processus de médiation linguistique dans le groupe pendant tout le temps, et ça, c'est vraiment excellent. Donc on l'a fait à l'oral, et maintenant on est rendu à la partie écrite qui est un peu plus compliquée, je crois. LK. Alors on pourra dire que c'est une tour de Babel, mais auto-organisée. Ce n'est pas Dieu qui nous a mis là-dedans. MV, non, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. LK, c'est nous-mêmes qui avons fait le choix. MV, c'est nous-mêmes qui avons fait le choix et qui allons vivre avec ça le reste de nos vies, rire. LK. Mais dans ce que tu dis, j'ai trouvé qu'avec toi comme coordonnatrice de l'équipe, on a pu construire avec une personne nouvelle qui n'avait pas d'idée préconçue sur qui on est, chacun et chacune de nous. Je trouve qu'on a aussi avancé sur une question épistémologique de la méthodologie, parce que tu parles avec beaucoup de modestie sur l'interdisciplinarité, mais je trouve qu'on ose parce qu'on est encore en train de conceptualiser, aller vers l'indiscipline. MV, oui, tout à fait. LK, avec une idée beaucoup plus circulaire, plus croisée, comme le titre du projet qui s'appelle « Entrelacés », mais c'est aussi l'entrelacement de nos idées. Qu'est-ce que tu penses? MV, je pense que oui, ça a fonctionné, vraiment fonctionné. Je le vois beaucoup, justement, les membres de l'équipe au départ me paraissaient plus éloignés. Je prends par exemple toi là, avec ta vision des choses, ton implication, ton engagement, ta vision de la recherche comme une recherche engagée, sociale, qui amène des changements sociopolitiques et de l'autre côté par exemple, je prends des juristes ou des gens qui avaient une vision un peu traditionnelle peut-être de la recherche. LK plus orthodoxe. MV plus orthodoxe, c'est ça. Quand on a eu la première rencontre à Rabat, vraiment j'avais des inquiétudes de groupe. À un moment donné, l'une d'entre nous me l'avait souligné. Comment vois-tu que ça va fonctionner avec de gens aux rapports différents, très différents, au savoir, à la recherche, aux étudiants, aux personnes? Bon, j'ai dit on va essayer. Et vraiment ce que j'ai trouvé c'est qu'au fur et à mesure de nos échanges après, par Internet, parce qu'on voulait travailler ensemble, parce qu'on voulait arriver à faire ce livre-là.
On a tous quand même des convictions, je pense, on veut tous améliorer. Donc je pense qu'on a vraiment avancé. On a fait des pas les uns envers les autres. On a accepté pour certains de sortir de quelques rigidités, de sortir de nos zones de confort. On a accepté d'avoir des règles du jeu, de trouver nos propres règles du jeu, et je suis contente parce que je vois que les chapitres arrivent à la fin. On arrive à écrire nos chapitres et on a suivi nos règles du jeu qu'on s'était fixées nous-mêmes. LK. D'accord. Jusqu'ici on a parlé du processus de construction du réseau pour parler du réseau avec toute l'hétérogénéité que cela implique. Comment tu vois que cela s'exprime dans la multiplicité des voix, si différentes, les différentes manières d'exprimer les choses dans ce travail écrit? MV. Alors je dirais toute la méthodologie c'était qu'à plusieurs à chaque fois on fasse un chapitre, donc on sort de l'idée, à chacun son chapitre. C'est-à-dire à chaque fois, on va croiser 3 ou 4 voix différentes. Alors il a fallu s'organiser pour ça, avoir un coordonnateur pour chaque chapitre. Je pense que tout ça a bien fonctionné. Maintenant c'est sûr que pour faire ce travail de réseau-là, il faut à la fois se rassembler autour de certains cadres formels, mais on doit aussi laisser justement l'hétérogénéité et les différences sortir pour que ce soit intéressant. Que ce soit au niveau des concepts, des approches conceptuelles, mais aussi au niveau du style d'écriture, et ça va être autre défi qu'on est en train de rencontrer, c'est vraiment le style d'écriture. Mais je pense que comme on a parlé de la tour de Babel, si on arrive à faire une tour de Babel dans le style d'écriture, à le faire de façon consciente, à le faire parce qu'on veut le faire. LK. Parce qu'on veut partager avec les autres. MV. Exactement, et parce qu'on veut comprendre, ça va être un plus. On va créer un nouveau savoir, une nouvelle connaissance sur des façons d'écrire ensemble, avec des disciplines, des styles d'écrire différents mais ensemble, et autour de thématiques, en montrant comment on s'articule. On va apporter des savoirs nouveaux. On va apporter quelque chose de nouveau. Vraiment, je le crois quand je commence à voir les chapitres maintenant, qu'on commence à les construire, je crois qu'on va apporter quelque chose de nouveau. LK. Donc on pourrait dire que c'est une hétérogénéité organisée. C'est une définition de ce qu'est un réseau. MV, oui exactement. Pour moi, ce qui est très important. À la première rencontre à Rabat, on a fait des schémas conceptuels. On a discuté de manière peu organisée, mais on a discuté et à partir de là on a fait des schémas, ce nous a guidés tout au long du travail. Donc, pour moi, cette façon d'organiser autour de concepts, chacun le prend à sa façon, chacun va le traiter à sa façon. Donc les concepts, c'est le cœur et c'est ce qui va permettre le travail ensemble avec les différences et des différences qui vont être enrichissantes. LK. Donc ainsi on a mis en place un réseau pour travailler et réfléchir sur les réseaux. On a mis en place un scénario pour construire des narrations qui devraient reprendre les narrations des acteurs du territoire, des sujets et des acteurs locaux dans différentes circonstances. Comment tu vois ces liens? MV. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a décidé de ne pas parler d'une recherche de chacun ou quelque chose comme ça, mais plus de sortir des éléments de nos recherches qui allaient enrichir certaines thématiques sur lesquelles on a travaillé par chapitre. Donc ce processus nous a sortis vraiment de nos façons habituelles de travailler. On n'avait pas dit à Rabat, bon on a fait telle recherche, telle méthodologie, voilà nos résultats. Ce n'est pas du tout cela. On a pris quelques résultats, on les a sortis et on les articule autour d'une analyse dans un chapitre et à chaque fois on a fait ce travail-là. Donc ça nous a obligés vraiment à sortir de notre cadre, notre confort habituel, confort d'écriture je dirais, de nos modalités. Et je pense que cela a été plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres aussi, mais tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a suivi ces règles du jeu-là et cela permet, je pense, de construire quelque chose qui à la fois est organisé, parce qu'on ne parle pas d'une écriture totalement désorganisée, mais qui en même temps va laisser la place. On a parlé des styles différents et des narrations différentes. Par exemple, on va trouver Claudio qui va parler de ce qui se passe aux frontières en Suisse, qui va parler de cas, des situations qu'il a rencontrées. Moi-même qui vais parler des femmes que j'ai vues de Colombie, ou bien des déplacements forcés, Carlos va en parler. Tu vas parler des femmes sur la frontière, donc chacun va y aller avec des récits qui viennent de ses propres travaux, de ses propres parcours et expériences aussi. On se laisse cette possibilité-là et ces narrations-là on va les croiser. C'est comme si on avait des personnages face à nous,
des personnes sujets, acteurs personnages qui vont se croiser dans ce livre-là. Des images, des histoires qui vont se croiser, qui se croisent autrement, par exemple entre le Maroc et l'Argentine. On a la chance qu'ils se croisent, mais ces personnages avec leurs histoires, avec leurs trajectoires, avec les défis, les stratégies qui sont les leurs se croisent là. LK. Nous-mêmes on devient des personnages de ces histoires, tout un paradigme pour inclure la recherche académique et la production de nouvelles connaissances. Alors on pourrait dire que tu as poussé, que tu as été la promotrice ou provocatrice d'un réseau, que tu as mis en place un scénario avec ce réseau pour construire de nouveaux récits où il y a de nouveaux personnages et où nous intervenons tous. Par contre, et c'est aussi un défi avec ce livre-là qui parle des frontières, qui parle de déplacement, nous on les croise, des fois avec joie, des fois avec des peines énormes, toujours avec des choix et des enjeux immenses. MV. Absolument, je crois que c'est tout l'objet de ce livre-là que de parler des réseaux transnationaux, des frontières en se disant est-ce qu'elles existent, est-ce qu'il y a des passerelles qui permettent de les passer malgré tout? Est-ce qu'elles sont fortes comme les frontières administratives et la violence et tout ça? Parce que quand on a parlé, il y avait tous ces éléments-là qui revenaient. Et en même temps il y avait aussi les possibilités de rencontre, les possibilités de dialogue. LK, les espoirs? Des résultats atteints? Des regards positifs? Des nouveautés qu'on ne connaissait pas encore? MV. Les espoirs aussi, le futur, donc je pense que ça c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on a croisé nos imaginaires, et nos imaginaires, ce n'est pas juste de voir les femmes ou les personnes comme des victimes, les familles comme des victimes, c'est les voir dans des projets, dans une vie, dans des espoirs. Parce que oui, on est porteur de ces différentes visions-là chacun. LK. Donc ça veut dire que le livre mélange les acteurs et les personnages comme une histoire qu'on est en train de construire et de vivre. Parce que les migrants ce n'est pas que des migrants, les chercheurs ce n'est pas que des chercheurs, donc c'est tout un mélange d'histoires. MV. Absolument, on est en train d'expérimenter quelque chose à ce niveau-là. LK. Cette place, ce produit, cette écriture qui aboutit avec la publication de ce livre va nous donner la possibilité de jouir de cette expérience et de nos différences. MV. Je pense en tout cas ce que j'aimerais dans la conclusion est justement faire sortir ces éléments-là, comment on les a vus. On a parlé d'une polyphonie dans la conclusion, mais c'est ça justement, comment à nouveau on se retrouve et aussi on se redifférencie dans la conclusion de ce travail-là. On continue chacun notre chemin, mais on continue différemment et à un moment donné on peut se recroiser. LK, exactement. C'est l'opportunité de nous ouvrir à des scénarios qu'on n'envisage pas, mais on avait la disponibilité pour les co-construire sans trop savoir le point d'arrivée, plutôt les points au pluriel. MV, bien sûr et je pense qu'il faut se laisser cette liberté, mais j'ai un espoir que plusieurs acteurs de ce réseau-là vont continuer à travailler là. Dans d'autres projets ou continuer d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours se laisser la possibilité de continuer, un petit morceau, de ce qu'on a fait aussi. Une chose qui pour nous est particulièrement parlante, pas certaine. Les réseaux c'est ça. C'est informel, ça bouge, c'est dynamique. On se croise, on se décroise, on peut se recroiser plus tard. LK. Donc on pourrait dire que ce réseau, tu parles de réseau, a un sens très fort sur l'éthique de chacun tout en essayant que cette liberté soit partagée? MV. Absolument vraiment l'idée de partager des choses mais en même temps de rester autonome, libre soi-même. C'était un des défis et je pense que ça va pas mal, on réussit plus ou moins à le relever. Je pense que pour plusieurs d'entre nous qui n'ont pas vraiment conscience de ça, ça va être justement intéressant à la fin là quand on va mettre tout ça sur la table de voir un peu la prise de conscience qu'on a eue autour de ce processus. LK. Tu parles du vécu de chacun, des traversées de chacun et des histoires qu'on se raconte sur ces vécus. MV. Absolument peut-être un autre livre après. Sûrement rire. LK. Une dernière question. Quand tu parles de l'essence, de la signification personnelle, essentielle et le but académique dans le sens du lien, des attachements avec le monde, la société, tu penses que ce livre peut être un apport à une compréhension différente, à ouvrir des débats nouveaux? MV, je pense que oui. Maintenant c'est sûr, ce qui va être très important, c'est comment il va être diffusé. Je pense qu'on ne devrait pas simplement diffuser le livre, mais faire des forums de discussion autour du livre, ça serait l'idéal. L'idéal. Dans les différents pays,
dans les différentes sociétés parce que c'est un livre qui doit être accompagné d'une réflexion en fait, c'est un défi qu'on a. Mais comme on est en réseau dans plusieurs pays, je dis que c'est peut-être possible de relever ce défi-là et de faire que ne soit pas seulement un livre qu'on lance sur le marché comme tant des autres, puis ça s'arrêtera là. Ce que je veux vraiment c'est qu'ils vivent avec ces acteurs, avec ces auteurs. LK. Ils pourraient vivre, oui c'est ça, pour ouvrir d'autres conversations autour d'idées écrites noir sur blanc. MV. Oui, autour de ces idées-là et après chacun va rajouter, compléter, donner son avis. Des choses qu'on va discuter, ne pas être d'accord, le revérifier, ça pourrait être une base de dialogue dans différentes sociétés sur des questions qu'on y traite, qui sont les questions des dynamiques familiales, des séparations, la question des migrations qui séparent, les questions des identités mais aussi ce qui se passe autour de la traite, tout ce qui peut être autour de la violence. Je pense que ces thèmes-là, selon nos sociétés, vont être particulièrement porteurs et chaque chapitre pourrait, dans une société ou une autre, devenir un objet de discussion et qui permet d'aller plus loin. Je pense que va être intéressant de le saisir de cette façon-là. Baruch Spinoza 1675 écrivait : Nous ne tentons, ne désirons, ne voulons ni ne faisons une chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la tentons, nous la désirons, nous la voulons et la faisons. Et c'est dans cet esprit que comme co-auteur de cet ouvrage, nous nous sommes mis en marche. Chapitre 2, Dialogue conceptuel, des réseaux transnationaux au territoire. Liliana Kremer, Claudio Boltzmann, Khadija El-Madmad, Michel Vatz-Laharoussi et Carlos Yáñez Canal. En guise d'introduction. Parler de territoire, de frontières et de réseaux émergents, en tant qu'espace forgeant des identités, c'est également les reconnaître comme des espaces où se vivent des processus exacerbés de relations. Ces lieux s'imprègnent du vécu des acteurs qui les habitent, et ces acteurs deviennent alors les auteurs des réalités qui y circulent. L'objectif de ce chapitre est d'apprivoiser ces notions en cherchant à expliciter, de divers points de vue nord-sud et disciplinaires, le sens qu'on leur donne. Nous pouvons ainsi considérer les frontières et les territoires comme analyseurs des tensions, des opportunités et des freins qui en émergent. Cet ouvrage rassemble et présente des pratiques et des réflexions concernant les mobilités et les réseaux transnationaux, tels que vécus par les migrants en s'intéressant au contexte, aux stratégies et aux dynamiques personnelles, familiales et collectives des migrants. Les processus migratoires sont décrits et interprétés sous les angles politiques, idéologiques, économiques, juridiques, socio-culturels et psychosociaux, permettant de poser et d'analyser les distinctions entre les regards des chercheurs et des acteurs tant du Nord que du Sud. La configuration des réseaux transnationaux liés à ces phénomènes migratoires reflète leur caractère multidimensionnel. Ils peuvent être temporaires ou permanents, il peut s'agir d'une mobilité de groupe, d'une mobilité familiale, d'une mobilité individuelle ou d'une mobilité qui implique seulement certains membres de la famille. Ces mobilités peuvent agir comme marqueurs identitaires. Elles se vivent dans la transversalité du genre, des âges, des espaces urbains ou ruraux, des pays d'émigration ou d'arrivée. Les parcours migratoires reflètent tous des itinéraires différents ayant toutefois des éléments en commun. En effet, les changements technologiques et socio-culturels engendrent de nouveaux processus d'échange et de communication, et ont une incidence sur la nature même et les modalités dans lesquelles se déroulent les migrations. Chaque dimension est étroitement liée avec des territoires, des frontières, des processus d'interaction culturelle et des modes de participation sociopolitique et culturelle. Tout au long de cette réflexion partagée, nous nous sommes proposés de créer des passerelles permettant de rapprocher et de distinguer différents regards, de comprendre les éléments constitutifs de la migration, et de comprendre les pratiques puissantes qui traversent les territoires et les histoires de vie qui s'y entrecroisent. Les auteurs de ce dialogue conceptuel sont liés aux acteurs qui occupent ces territoires, qui traversent les frontières, et dont les identités se construisent et s'expriment par le biais de leurs actes et décisions tant individuelles, sociales que politiques. Les acteurs qui occupent ces territoires sont les auteurs des histoires vécues qui sont racontées ici. Par le processus de narration-écriture, ces histoires permettent l'émergence d'autres récits et d'autres expériences, d'autres possibles finalement. Ce chapitre se veut une conversation conceptuelle pour partager des idées et des points de vue, des certitudes et des interrogations, mais aussi des divergences et des dilemmes. Les points de vue qui se déplacent sans cesse du niveau local au niveau global,
et du singulier au collectif, mettent en débat des réflexions théoriques, des pistes d'action et des expériences constituant ainsi les conditions d'émergence de Serendipia, nouvelles hypothèses et voies, porteuses d'un sens en débat entre les auteurs. Une première partie porte sur les concepts de territoire, frontières et identité, ouvrant sur une réflexion épistémologique concernant les paradigmes de référence lorsqu'on mène des recherches sur les réseaux transnationaux. Deux illustrations de ces perspectives conceptuelles et épistémologiques suivent, l'une concernant les transfrontaliers et leur rapport aux frontières et aux territoires en Suisse, l'autre abordant les différentes frontières rencontrées par les migrants subsahariens au Maroc du point de vue du droit. Finalement, la dernière partie aborde l'esthétique migrante avec le concept de transculturalité, amenant ainsi une nouvelle vision de ces rapports complexes entre les sujets, les territoires et leurs limites. 1. Sur les territoires, les frontières, les réseaux et les identités. 1.1 Les territoires. Les territoires sont ces espaces où sont situés, modifiés et consolidés les rapports entre les différents acteurs qui les occupent. Tel que le dit Fernandez 2011, nous cohabitons avec différents types de territoires producteurs et produits par différentes relations sociales, disputées au quotidien. C'est un espace appréhendé par un groupe social afin d'assurer sa reproduction et de satisfaire ses besoins matériels et symboliques, où les pratiques écologiques, économiques et socio-culturelles des communautés sont recréées. Concept articulateur des groupes de population, des utilisations de l'espace, des ressources et des pratiques symboliques, Escobar 2011. Le territoire est marqué d'histoire et de culture, il est construit par le biais des pratiques, des stratégies et des perceptions de ceux qui le façonnent. Pour exister et se développer, le territoire nécessite une certaine densité en termes de temps, des répétitions silencieuses, des mutations lentes, des imaginaires sociaux et des normes. On l'associe le plus directement au local, car c'est le moyen de survie, la zone d'abri, l'espace de réagencement et d'ordonnancement par excellence du sujet au quotidien, Farey 2001. Sur le plan social, le territoire est un espace d'interaction, à la fois processus et produit. En tant que contexte géo-historique, il se distingue par la diversité naturelle et culturelle qui le caractérise et qui s'étend au-delà de ses frontières. Dans cette diversité se trouve la base des histoires et des pratiques qui s'entrecroisent et qui dialoguent. Il arrive que celles-ci entrent en conflit selon des perspectives et intérêts particuliers. Dans ce contexte, on parle de territorialité en s'intéressant aux identités vues au travers des processus d'enracinement, d'attachement et des sentiments d'appartenance socio-territoriale, particulièrement pertinents dans le domaine des migrations. Des concepts en lien avec l'espace et des métaphores de la mobilité, déterritorialisation, diaspora, déplacement, migration, mobilité, circulation, traversée de frontières, permettent d'appréhender la vitalité permanente d'un endroit et sa capacité à produire et à se reproduire dans les domaines de la culture, de la nature et de l'économie. Ces différents regards posés sur le territoire reflètent les besoins et les défis liés à l'interférence entre l'environnement, la culture, et les différentes idéologies qui gravitent autour de la question du développement. Asbart, 2004, expose le besoin de construire une vision complexe du territoire en y incorporant les aspects culturels, politiques et économiques. Il fait ainsi référence au concept d'hybridité adopté par Bruno Latour, 2007, pour parler de l'intersection entre société et nature. Le territoire serait le résultat d'un processus de territorialisation comprenant une délimitation, définie par l'économique et le politique, et une appropriation, liée au symbolique et au culturel des espaces par les groupes humains. Ainsi, les espaces, les lieux et les territoires renvoient à des contextes et à des conditions de vie. Ils s'enchevêtrent les uns avec les autres, et la porosité de leurs frontières est essentielle pour la construction locale des échanges, Escobar 2010. Ils permettent et définissent la fonction sociale du corps comme un rapport établi entre les personnes, les organismes et l'environnement. Ainsi on peut comprendre comment les lieux s'intègrent, mais aussi par quels procédés ils intègrent des pensées et des mémoires dans des configurations particulières, caractérisées non pas par une identité unitaire, mais par l'ouverture à l'autre. Le territoire est un grand plateau où des rapports et des interactions sont déployés, où des idées et des visions du monde circulent, où des stéréotypes et des identifications se perpétuent, où des cultures, des savoirs et des pratiques sont transmis.
Cette perspective interactionniste sur le territoire pose le défi d'y inclure les aspects singuliers, personnels et collectifs, des identités. Permettant de comprendre les identités sociales, de situer les phénomènes d'enracinement, d'attachement et les sentiments d'appartenance, les dynamiques de mobilité et de migration, le territoire peut être défini comme un espace approprié, dessiné, parcouru, délimité et contrôlé par un sujet individuel et ou collectif marqué par son identité. 1.2 Les frontières, limites et altérités. Fréquemment, les études sur les territoires, les frontières et les mobilités sont menées séparément, même si les acteurs et phénomènes à l'étude sont fortement imbriqués. Les limites et les frontières sont deux catégories différentes, mais interdépendantes. Les limites réfèrent à la périphérie d'un espace défini, à partir d'un centre de pouvoir exercé par la territorialité. Les limites opèrent une division et un classement à partir de l'identification, de la localisation, de la nomination des aires, contiguës ou non, permanentes ou non, dans un tout. Avec l'établissement d'un territoire, la limite opère comme un système qui permet d'établir un espace différencié par rapport aux voisins, signalant ces différences, mais aussi quelle partie il cherche à s'approprier, que ce soit de façon matérielle ou symbolique. La frontière, même si elle n'est pas propre au territoire, est utilisée en tant que mécanisme de contrôle matériel et symbolique. La frontière est ce à quoi le sujet fait face, elle représente plusieurs limites, parfois fixes, parfois mobiles. La frontière peut exprimer des rapports et des conflits de pouvoir engendrés par le désir de contrôler le territoire. Elle s'oppose à la mobilité du voisin vers l'intérieur du territoire, ou au moins elle cherche à la perturber, à la contrôler. Les frontières peuvent aussi devenir une ressource, dans la mesure où il y a un intérêt à les traverser. Elles sont créées expressément ou elles apparaissent par le biais d'un mouvement social non programmé, dans la mesure où l'autre externe, l'étranger, propose de passer la limite. C'est d'ailleurs ce qui donne sens à l'établissement de frontières. La traversée ou l'hypothèse de traversée, la mobilité à travers des limites, l'entrée et la sortie du territoire et l'idée que cela porte atteinte, de façon réelle ou potentielle, aux intérêts de celui qui contrôle la zone. En espagnol, le substantif frontera, frontière, dérive du terme frontero, qui signifie mis en place en face, Ray 2001. Le fait d'être en face suppose l'existence d'un autre, comme c'est le cas pour les dénommés indios fronteros, indiens des frontières, Zanoli 2000. En d'autres termes, il s'agit d'un espace de contact social entre des gens différents dans une discontinuité spatiale. La frontière s'est construite en réponse à un espace vide ou désert, au moment où, dans la tradition sud-américaine, on a voulu connoter des espaces avec des territorialités non reconnues et délégitimées. La frontière existe simultanément pour les deux parties qui la constituent, dans la mesure où l'une d'entre elles prend contact avec l'autre, et qu'au moins une des deux cherche à avoir une incidence sur les conditions de traversée vers le territoire de l'autre. Comme le rappelle Michel Agier 2013, les frontières font partie de nos vies. Elles nous fixent des limites et des seuils que nous franchissons constamment. La frontière est un lieu, une situation ou un moment qui ritualise le rapport à l'autre et en ce sens, nous en avons toujours besoin. La frontière est aussi un lieu d'incertitude, car elle nous confronte à l'inconnu, à l'autre, à ce qui se trouve au-delà de ce que nous paraît familier. Avec les frontières, c'est l'articulation entre le lieu et l'espace qui est en jeu, de Certeau 1980. Le lieu figure l'ordre au sein duquel les éléments considérés sont les uns à côté des autres, chacun situé dans un endroit propre et distinct qui le définit. Il est caractérisé par la stabilité des positions. L'espace constitue en revanche un croisement des mobiles. Il est animé en quelque sorte par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. C'est surtout un lieu pratiqué, comme la rue transformée en espace par les marcheurs. L'espace est donc le théâtre d'opérations menées par les sujets, qui effectuent un travail de vérification, de confrontation et de déplacement des frontières. En bref, le lieu découpe, l'espace traverse. Il y a ainsi des enjeux de fixité et de mobilité dans les frontières. Une autre caractéristique des frontières est qu'elles revêtent une grande importance dans la vie des personnes qui résident à proximité, alors qu'elles ne constituent que des contrées marginales pour les personnes qui habitent au centre du pays. 1.3 En ce qui concerne la densité des réseaux sociaux. Les réseaux sont des systèmes ouverts, des hétérogénéités organisées, à travers lesquelles un échange dynamique a lieu.
Ils servent à maintenir et accroître des relations, à offrir et recevoir du soutien, à articuler des liens. Ils sont à la fois des contenants et des contenus, et ils offrent des connexions permettant d'accéder au savoir émergent des échanges. Ils parlent le langage des liens, ce qui implique des processus d'interaction et d'échange. Chacun éclaire son réseau lorsqu'il le parcourt et est fécondé par lui lors de sa marche. Dabas et Najmanovic, 2003. Les diverses descriptions du concept de réseau vont d'un développement linéaire unique à un itinéraire entrelacé avec d'autres dans une configuration dynamique, variable et toujours ouverte. C'est en ce sens que le réseau est porteur d'une pluralité de sens selon le parcours de celui qui l'a développé et de celui qui le lie. Il ne suffit pas d'identifier l'origine ou les antécédents d'un réseau puisque cela ne permettra pas de le localiser ou de le fixer. Il n'y a que des affluents, des parcours, des débuts multiples, des entrelacements. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les parcours présentent les mêmes possibilités, difficultés ou intérêts. Najmanovic, 2005. Dans cette perspective, le réseau social personnel est la somme des relations qu'un individu perçoit comme significatives ou qu'il définit comme différenciées de la masse anonyme de la société. Slutsky, 1993. Ce réseau contribue substantiellement à la reconnaissance de la personne et constitue un des éléments clés de l'expérience individuelle liée au bien-être, au sentiment de compétence, à l'estime de soi et à la capacité à affronter une crise. En ce qui concerne les migrations internationales, les réseaux sociaux sont considérés comme des liens qui connectent des migrants, des ex-migrants et des non-migrants entre les aires d'origine et celles de destination à travers les relations familiales, l'amitié ou dans le partage d'une communauté d'origine. Ces réseaux accroissent les possibilités de mobilité internationale puisqu'ils contribuent à la sécurité, à l'information, à la protection des personnes et qu'ils diminuent les coûts et les risques liés au déplacement. Massey et al., 1993. Les réseaux sociaux dessinent ainsi une localisation spatio-temporelle, en même temps que des degrés de consolidation et de différenciation des liens entre les personnes qui les composent, les utilisent et les définissent. Cette configuration est associée à d'autres facteurs qui interviennent dans la façon dont les flux migratoires se déploient. Massey et al., 1991. 1.4 Relation entre territorialité et identité. Les identités doivent être analysées dans une dimension historique, mais aussi dans des territoires qui se réécrivent individuellement et collectivement, qui sont mobilisés d'un point de vue symbolique et culturel, qui se déterritorialisent et se reterritorialisent, qui circulent dans l'espace et les imaginaires, qui promeuvent des pratiques idéologiques et politiques, et qui élaborent de nouveaux dispositifs culturels au sein desquels se développent les processus identitaires. Les territoires se construisent comme un espace de relations sociales, où se concrétisent les sentiments d'appartenance et de différenciation identitaire des acteurs locaux et où se créent des liens de solidarité. Brunet, 1990. La construction de l'identité est précédée par la reconnaissance d'une différenciation à partir de frontières symboliques déterminées par les groupes, et consolidée à partir de relations historico-culturelles locales. Kusch, 2001. Ainsi, comme l'indique Tillet, 1994, page 15. L'identité personnelle et culturelle est attachée à un espace. La topo-analyse explore la création de l'identité à travers le lieu. L'expérience géographique commence sur les lieux, atteint les autres à travers les espaces et crée des paysages ou des régions pour l'existence humaine. Alors comment les sujets acteurs sociaux découvrent-ils, créent-ils des endroits et leur attribuent-ils un sens ? Les relations entre une identité et un territoire sont multiples et complexes. Les collectivités humaines sont marquées par les caractéristiques de leur territoire et, en même temps, elles laissent de profondes empreintes sur les territoires où elles habitent à travers l'utilisation des ressources. C'est cette réciprocité dans les échanges qui contribue à la configuration des identités. Escobar, cité par Arnold dans Cala 2007. Le territoire constitue un référent de signification au travers des sujets, individuels et collectifs, qui transforment et donnent sens à l'espace qu'ils habitent, au sein duquel ils agissent et auquel ils s'identifient. Paul, 1996. Les lieux aident à rassembler la collectivité et à conserver une identité dominante et reconnue par la majorité, nous rapprochant ainsi du concept d'identité de lieu. Prochansky et al., 1995. Cette identité peut aussi être considérée comme une dimension,
de l'identité personnelle. Cette identité de lieu ne renvoie pas à une réalité géographique, physique, délimitée par des frontières connues, mais plutôt à un espace organisé symboliquement et indépendamment de sa dimension tangible. L'organisation symbolique de l'espace, transformée en lieu par l'interaction transformatrice des personnes, est reliée à l'appropriation de l'espace. Paul, 1996, qui associe la culture avec la construction des modèles d'identité, des modèles qui ne peuvent être pensés en dehors des processus d'interculturalité. C'est en ce sens que chaque groupe est traversé par des circuits globaux qui, en traversant les frontières, en rendant poreuses les cloisons nationales ou ethniques, en permettant que chaque groupe puisse s'approvisionner en répertoires culturels différents, influents, modifiés et ou modèlent l'identité groupale. Canclini 2006 page 124. Alors que pour Escobar 2010, les stratégies subalternes de localisation sont mises en place depuis le lieu. C'est lui qui connecte et construit, même quand ces constructions impliquent des frontières, des territoires, des liens sélectifs et des interactions. C'est pour cela que la connectivité, l'interactivité et la position sont des caractéristiques de l'union et du lien de l'identité avec le lieu. Escobar 1999b. Canclini 1989 page 25, renforce cette hypothèse. Nous refusons d'admettre que cela n'a aucun sens de ne pas se préoccuper du tout social. On peut oublier la totalité quand on ne s'intéresse qu'aux différences qui existent entre les hommes, pas quand on s'occupe aussi des inégalités. Traduction libre. Ainsi nous sommes des êtres de lieu. Vivre c'est vivre follement, et connaître c'est avant tout connaître les lieux où on est. Cazet 1996 page 18. Arlene Andersen 2012 privilégie elle aussi la connaissance locale dans la construction de la narration des savoirs, des expériences, des compétences, des vérités, des valeurs, des coutumes et du langage. Les significations et les compréhensions singulières des expériences personnelles ont une incidence sur la création d'un savoir pratique, pertinent et adapté au sujet. Il est important que le savoir local soit situé et associé au contexte, considérant qu'il est influencé par les discours et les récits dominants dans lesquels il s'insère. 1.5 Un dialogue nord-sud et global pour une épistémologie critique. Face aux effets pervers d'une posture de recherche liée aux réalités et savoirs des sociétés occidentales riches, les rapports nord-sud et la mise en dialogue des savoirs doivent nous amener à concevoir une nouvelle posture et de nouvelles avenues d'analyse et d'action conjuguant l'acteur et les structures qui le contraignent et déterminent sa voie, dans des identités multiples, ouvertes, parfois subversives et transformatrices. Il est pour cela indispensable de permettre un dialogue entre l'identité singulière et le discours collectif, permettant la critique et la transformation des structures. Les théories postcoloniales et intersectionnelles sont des voies pertinentes pour mener ce travail concernant la déconstruction et l'intersectionnalité des oppressions, tout en privilégiant le récit et l'expérience des acteurs. Selon Payet 2012, les épistémologies critiques déconstruisent les savoirs en différenciant les savoirs dominants de ceux qui sont dévalorisés, voire opprimés. On remet en question la neutralité de la recherche et du chercheur, et on y développe un savoir critique quant aux conditions de sa production, mais aussi quant au fonctionnement du système social et politique dans lequel la recherche s'inscrit. Il est indispensable que nos réflexions et analyses concernant les frontières, les réseaux et les acteurs qui les animent se situent dans cette perspective critique qui permet la déconstruction des présupposés tant individuels que collectifs, l'émergence de la conscience historique et la mise en œuvre d'actions transformatrices des structures de violence, d'oppression et de non-droit. Pour cela, cet ouvrage veut être une voie nouvelle, donnée et prise par les sujets, pour la construction et la transmission du discours collectif, pour la dénonciation des frontières, pour l'avancée vers des espaces ouverts tant sur le plan matériel, administratif et juridique que sur le plan symbolique. 2. Une critique de la perspective interactionniste dans l'approche des frontières. Malgré cette intention critique, les fondements épistémologiques de plusieurs de nos recherches avec les immigrants, avec les déplacés et avec les sujets acteurs des zones frontières, Kremer 2011, Memert 2013, Václav-Roussy et al. 2009-2015, Yagnès Canal 2010 sont résolument constructivistes et interactionnistes au sens de Payet 2012. Elles font plutôt partie des épistémologies du sens reposant sur une lecture phénoménologique du monde, sur l'importance de l'interprétation de la réalité par ses acteurs et par le chercheur,
et sur une vision interactionniste des rapports sociaux. 2.1 du sujet aux frontières. En particulier, les travaux concernant les migrants et les réfugiés et s'intéressant à leurs réseaux transnationaux, Boltzmann et Václav-Roussy, 2010, Sétienne, 2012, les appréhendent au travers de leur fonction de soutien et comme véhicule de lien. On perçoit et on analyse ces réseaux comme porteurs et vecteurs d'appartenance, d'identités multiples tout autant que de parcours singuliers, Václav-Roussy, 2009. Les migrants sont approchés comme des sujets, acteurs de leur vie, de leurs espaces et cherchant à garder au travers de stratégies multiples une forme de pouvoir sur leur devenir. Habités, contournés et transformés par les sujets migrants, les frontières sont alors, toujours dans cette épistémologie constructiviste, des espaces de mouvement, de changement et de transformation, des limites géographiques, administratives et politiques, mais qui peuvent être traversées par les réseaux transnationaux, devenant alors et de manière paradoxale aussi des espaces de projet et d'espoir. Notre épistémologie du sujet semble ainsi se projeter sur l'analyse des frontières et comme Ricoeur, qui définit l'identité narrative comme le sujet se racontant pour se construire, on construirait, déconstruirait les frontières au gré de notre narration, de l'histoire subjective qu'on y expérimente et qu'on en raconte. Le récit des frontières permettrait d'en saisir les contours. En ce sens, plutôt que de frontières, nous parlons d'espace social traversé par des sujets acteurs et des réseaux qui dépassent et transcendent les frontières. Le concept de transnationalisme renvoie ainsi à l'analyse des frontières symboliques de la citoyenneté. On parle et on aborde les migrants comme des citoyens du monde, parfois des nomades ou des errants. On les voit comme les nouveaux habitants de la mondialisation et les réseaux transnationaux représentent le lien entre le global et le local. Akoka et al., 2009. On envisage les migrants dans des carrières de mobilité, et les frontières abordées au travers des circulations migratoires et des allers-retours deviennent presque invisibles ou en tout cas plastiques et perméables. Dans ces travaux, nos méthodologies permettent l'approche du singulier et se situent, parfois subrepticement dans une perspective postmoderne, au sens de Maffezoli 2014, approchant le social au travers de la fragmentation des identités collectives et de la fin des grands récits de l'histoire. Mais il y a là aussi la construction d'un imaginaire et d'une esthétique propre à cette approche postmoderne des frontières. Des travaux sont menés sur les productions artistiques, films, photographies, peintures, ouvrages qui émanent d'artistes dont les parents ou grands-parents ont migré et on analyse leurs œuvres comme profondément empreintes de transnationalisme. Les grandes villes, mais aussi les frontières avec leur expression physique, les murs, les barbelés, sont approchés comme des espaces transnationaux qui produisent de nouvelles formes d'art tant sur le plan du contenu que de la forme, Mieluzel 2013. 2.2 Frontières symboliques et murs assassins, pour une réflexion éthique. Dans le même temps et en tension avec cette perspective constructiviste qui met de l'avant l'agentivité du sujet et qui analyse l'espace et ses limites telles qu'investis, habités et symbolisés par les acteurs, les frontières nous ramènent aussi et souvent nous imposent une perspective fonctionnaliste, au travers de la froideur cartésienne de leur érection et de la rigidité juridique de leur contrôle. Partout dans le monde, mais de manière encore plus violente entre les pays du Nord et du Sud, entre le Maroc et l'Europe, entre le Mexique et les États-Unis, les frontières du territoire sont disputées sur le plan géopolitique et érigées en murs infranchissables. Les frontières territoriales font l'objet de guerres, mais elles sont aussi et quotidiennement l'enjeu des passages, des transitions, des mobilités et plus encore des rapports inégaux et d'oppression entre le Nord et le Sud. Les migrants veulent passer les frontières et meurent chaque jour singulièrement et collectivement aux frontières. Les frontières s'érigent en murs, en barrages fortifiés et électrifiés, en armées et en milices. Les frontières, selon nos épistémologies de recherche et nos points de vue sociologiques, mais aussi politiques, sont ainsi à la fois des obstacles à la mobilité et au... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.